Un camion banal, un couvercle levé, un pays retient son souffle. Sous la poussière du Sahel, des barils sans logo déplacent que la frontière, transformant une routine douanière en enjeu vital. Un simple détail administratif peut fissurer la respiration d'un pays entier quand la vigilance cède et que l'habitude endort au cœur des routes qui semblent banales. Ce qui semble être une fraude anodine devient un test de souveraineté et un défi d'identité pour Ibrahim Traoré et son équipe. Et derrière cette scène, c'est une souveraineté mise à l'épreuve, où chaque décision compte. Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse: reconstruire la souveraineté du Burkina Faso à travers la discipline interne, sans attendre une aide extérieure. Cela impliquait une réorganisation complète des douanes et des postes frontières, et la mise en place de contrôles stricts de sorte que la frontière devienne un rempart contre des menaces invisibles. Le pays, fragilisé par des années de tensions et de coups d'État, devait à tout prix éviter un effondrement total. Le défi de Traoré était de taille. Il fallait non seulement maîtriser la circulation des biens, mais aussi remettre en question un système de vigilance devenu trop lâche. Les enjeux étaient clairs. Si ces mesures échouaient, le pays risquait de sombrer dans le chaos, exposé à des réseaux illégaux qui se glissaient à travers les failles de la frontière. Mais si elle réussissait, cela signifierait non seulement la protection du pays, mais aussi un modèle de souveraineté capable de faire face aux défis d'une région instable. La question qui se posait était simple: cette réforme serait-elle suffisante pour protéger le pays et son peuple? Le moment clé arriva au bord d'une route poussiéreuse, lorsque la routine des douanes fut brisée par une anomalie presque invisible: une date d'expédition décalée de 7 jours, inscrite en encre pâle sur un bordereau froissé. Ce détail insignifiant, remarqué par un jeune inspecteur distrait, fit glisser l'affaire de la simple erreur administrative à la menace réelle. En retraçant la route du camion, les agents découvrirent que cette erreur n'était qu'une petite fissure dans un réseau bien plus vaste et bien organisé. Les itinéraires se répétant, les mêmes chauffeurs revenaient systématiquement, traversant la frontière sans qu'aucune destination crédible n'apparaisse. Ce qui semblait être une simple fraude douanière se transforma en une enquête plus complexe. La surveillance s'intensifia et peu à peu, un schéma émergea: une organisation secrète qui exploitait les failles du système. Ibrahim Traoré, bien conscient de la situation, se retrouva face à un défi qui dépassait les simples mesures de contrôle. Il était désormais confronté à un système bien plus vaste, impliquant des faussaires, des circuits illégaux et des produits chimiques dangereux, tout cela en dehors des radars habituels. Cette découverte fut la première étincelle d'un danger qui pourrait engloutir le pays si l'on ne réagissait pas. La souveraineté du Burkina Faso n'était plus seulement un concept politique, elle devenait une question de survie. Comment un simple détail administratif pouvait-il faire basculer le destin d'un pays tout entier? Le réseau semblait invisible, mais la question persistait: combien de fois ce trafic avait-il déjà échappé aux autorités? Awa, inspectrice des douanes, était une jeune femme souvent ignorée de ses collègues. Pourtant, elle avait un sens aigu de l'observation, capable de repérer des détails invisibles aux yeux des autres. Aux côtés du lieutenant Karim, un vétéran de Gawa, elle formait un duo discret mais efficace. Ensemble, ils étaient chargés d'observer sans alerter. Ils s'infiltraient dans les convois, dormant sur des bâches usées, écoutant les chauffeurs murmurer dans leurs cabines chauffées par le soleil. Leur mission était claire: ne pas intervenir, mais écouter, noter et attendre que le réseau se dévoile lentement. Ils remarquèrent un schéma récurrent: les camions identiques, les passages synchronisés, les cargaisons de ciment dont la destination ne pouvait être vérifiée. Rien ne semblait anormal au premier abord, mais à chaque nouvelle observation, la tension montait. Ils étaient
sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'une simple fraude. La véritable question n'était plus seulement de savoir ce que transportaient ces camions, mais pourquoi cela passait inaperçu depuis si longtemps. Le pays entier semblait aveugle à cette menace. Mais Zawa et Karim savaient que le temps pressait. Un seul mauvais mouvement, et tout leur travail pourrait être compromis. À ce moment-là, l'opération entra dans une nouvelle phase. La frontière du Burkina Faso était désormais une ligne de défense active, et chaque détail pouvait faire basculer la situation. Mais l'ampleur du danger restait encore à découvrir. L'activation de l'opération commença de manière presque imperceptible. La première étape fut un simple contrôle de routine, un camion comme les autres, mais les barils scellés sous les sacs de ciment révélaient une odeur métallique glacée presque chimique. Awa, touchant discrètement les barils, comprit qu'il venait de franchir une ligne invisible. Ce n'était plus simplement une vérification administrative, c'était une opération de survie nationale. Tout accéléra à partir de ce moment. Le réseau clandestin, bien plus vaste et organisé qu'il ne l'avait imaginé, commença à se dévoiler. Les itinéraires des camions, apparemment innocents, se superposaient et se connectaient à d'autres cargaisons suspectes. Leur déplacement n'était pas aléatoire. Chaque étape semblait minutieusement calculée. Leur cible n'était pas seulement les produits illégaux, mais la souveraineté elle-même. En suivant la route de ce premier camion, les agents découvrirent un modèle récurrent. Les mêmes chauffeurs, les mêmes itinéraires et des cargaisons sans destination. Chaque étape, chaque passage semblait être un test que le Burkina Faso échouait encore et encore. Mais ce qui avait commencé comme une simple erreur administrative se transforma en un enchevêtrement complexe de faussaires, de circuits illégaux et de produits chimiques extrêmement dangereux. Ibrahim Traoré, informé de l'évolution de l'enquête, commença à structurer la réponse du gouvernement. Ce n'était plus une question de simple contrôle des frontières. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Traoré comprenait que cette crise n'était pas un incident isolé, mais une brèche dans la structure même du pays. La question devenait: combien de ces transports étaient déjà passés sous les radars? Et surtout, que se passait-il lorsqu'un simple détail administratif devenait la clé de la survie nationale? Les décisions de Traoré furent rapides mais mesurées. Il comprenait que chaque minute perdue pourrait donner un avantage décisif au réseau qui exploitait les failles. Des unités spéciales furent déployées, des contrôles renforcés et les communications entre les postes frontaliers synchronisées pour surveiller les itinéraires suspects. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le pays était sur le fil du rasoir. Mais ce n'était pas seulement la frontière qui était menacée, c'était tout le système de gouvernance, la stabilité du Burkina Faso lui-même. Un seul faux pas et tout pouvait s'effondrer. Dans la salle de commandement, une tension palpable régna. L'équipe savait que chaque décision prise à ce moment précis aurait des répercussions énormes sur l'avenir du pays. Chaque réponse devait être mesurée, chaque action coordonnée. Les agents savaient que la situation était d'une gravité extrême. Le pays était sous la menace d'un ennemi invisible. Mais ce qu'ils n'avaient pas encore compris, c'était que l'ennemi n'était pas une organisation extérieure, mais un système interne profondément enraciné. La frontière, autrefois une ligne invisible sur une carte, était désormais la ligne de front. Et chaque agent sur le terrain, chaque inspecteur des douanes, chaque citoyen qui prêtait attention aux signes pouvait être la clé pour sauver le pays. L'enquête se poursuivit avec des données qui commencèrent à démontrer la gravité du réseau. Le premier indicateur majeur fut le volume de la marchandise interceptée. 2,3 tonnes d'explosifs, soigneusement compartimentés dans des barils métalliques anonymes. Ce matériau, un mélange de nitrate et d'aluminium, présentait une instabilité extrême. Chaque baril, même un seul, pouvait provoquer une explosion en chaîne d'une ampleur dévastatrice. Cela représentait un risque majeur pour l'ensemble du pays, un risque que les autorités n'avaient pas perçu jusqu'à ce moment.
La quantité d'explosifs interceptés n'était pas un hasard. En comparant les données précédentes, il était clair que le réseau s'était considérablement renforcé. 6 mois plus tôt, les autorités n'avaient saisi qu'une quantité bien inférieure, seulement 1,2 tonnes. Cette progression des volumes signalait une organisation plus complexe, un système logistique efficace et un trafic qui s'était industrialisé. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La menace était réelle et elle grandissait. Le second élément clé fut la découverte de 1 tonne de cyanure d'une pureté exceptionnelle, bien plus concentré que celui utilisé dans les exploitations minières légales. Ce cyanure présentait un danger immédiat. Une simple fuite dans une rivière ou un puits aurait suffi à empoisonner des centaines de personnes en quelques heures. Ce produit n'était pas destiné à l'industrie, mais à une utilisation létale, la dispersion de la mort dans des zones rurales vulnérables. Les experts ont confirmé que ce produit extrêmement pur dépassait de 40% les normes industrielles habituelles, une anomalie significative. Le produit n'était pas destiné à l'exploitation légale, mais à un but beaucoup plus sinistre. Uniquement conçu pour maximiser les effets de destruction, il représentait une arme parfaite pour déstabiliser des populations. Enfin, une découverte choquante ajouta une dimension encore plus perverse au réseau de médicaments falsifiés étiquetés sous de fausses entreprises européennes, furent saisies. Les substances contenues dans les boîtes étaient constituées en grande partie de craie, avec des traces résiduelles d'arsenic. Ces produits, conçus pour être distribués dans les hôpitaux ruraux, pouvaient entraîner des lésions hépatiques irréversibles après quelques prises. Les médecins et pharmaciens, conscients des dangers des médicaments contrefaits, alertèrent immédiatement les autorités. Ces médicaments, ciblant les populations les plus vulnérables, auraient eu des effets dévastateurs dans des régions où l'accès à des traitements médicaux était déjà limité. Ce n'était pas seulement un trafic de produits, c'était un acte de guerre contre les plus faibles, une attaque directe contre des vies innocentes. Les 3 découvertes clés: les explosifs, le cyanure et les médicaments falsifiés témoignaient d'une menace bien plus grande que ce que l'on avait initialement imaginé. Ces chiffres n'étaient pas que des statistiques. Ils étaient des preuves indiscutables de la volonté de déstabiliser le Burkina Faso, de saper sa souveraineté de l'intérieur. Le pays, sans le savoir, avait frôlé un désastre invisible. Les critiques externes n'ont pas tardé à émerger. D'un côté, des analystes de la communauté internationale suggéraient que le Burkina Faso, avec ses infrastructures fragiles et son manque de ressources, ne pouvait pas maintenir un système de surveillance efficace sans aide extérieure. Selon eux, l'absence d'assistance internationale risquait d'épuiser les capacités du pays, en particulier au niveau des douanes et des postes frontaliers. L'argument central était simple: un pays pauvre et instable ne pouvait pas gérer seul une menace aussi sophistiquée, sans risquer un effondrement des structures de sécurité. De l'autre côté, des voix plus pragmatiques affirmaient que cette approche était erronée. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré avaient permis de renforcer la cohésion interne et de remettre en question les failles du système de contrôle. Bien que les critiques aient souligné les défis économiques, la réponse du gouvernement semblait prometteuse. L'efficacité de l'opération avait prouvé que, même dans un contexte difficile, un effort collectif interne pouvait réussir là où l'assistance extérieure échouait. Cependant, ces deux visions ne tenaient pas compte d'un facteur important: la capacité du pays à évoluer sans dépendre d'une aide extérieure. Ibrahim Traoré et son équipe n'étaient pas seulement en train de renforcer la sécurité physique du pays, ils étaient en train de redéfinir ce que signifiait la souveraineté.
La véritable question n'était pas de savoir si le Burkina Faso pouvait maintenir son indépendance sans aide internationale, mais plutôt comment l'intégration des acteurs locaux dans la surveillance pouvait transformer cette indépendance en un modèle viable. Certes, le Burkina Faso faisait face à une menace de grande envergure, mais cette menace ne venait pas seulement de l'extérieur. Elle était ancrée dans les structures internes du pays. Le réseau illégal prospérait grâce à une négligence interne, à une routine aveugle et à un manque de vigilance. Traoré savait que pour réussir, il devait non seulement combattre ce réseau, mais aussi remettre en question la manière dont le pays gérait sa propre sécurité. Le véritable défi n'était donc pas de chercher de l'aide extérieure, mais d'installer une discipline et une vigilance qui émanaient du cœur même de la nation. Cela nécessitait un effort collectif, une révision des priorités internes et une solidarité locale à toute épreuve. La situation prit un tournant décisif lorsque la véritable nature de la menace devint évidente. Ce qui semblait être un simple trafic de marchandises illégales se transforma en une organisation bien plus dangereuse. La découverte des faux médicaments destinés aux hôpitaux ruraux changea radicalement la donne. Ces médicaments, conçus pour être administrés aux populations les plus vulnérables, étaient en réalité des instruments de destruction. La réalité de la menace se fit brutalement sentir. Ce n'était pas seulement un réseau criminel classique, mais une attaque systématique contre la santé et la sécurité de la population. Ces médicaments, mélangés à des substances toxiques, auraient pu provoquer des centaines, voire des milliers de victimes innocentes. Ce changement de perspective fut brutal. Les autorités burkinabées comprirent que la menace ne venait pas seulement des groupes externes, mais d'un système interne profondément corrompu, qui utilisait les failles du pays pour attaquer de l'intérieur. Cette découverte marqua un moment clé. Tout ce qui avait été mis en place jusque-là n'était qu'une préparation pour cette véritable épreuve de force. Ibrahim Traoré, en prenant la décision d'agir, comprit qu'il n'agissait plus seulement pour protéger une frontière, mais pour protéger la vie même du pays. Les conséquences de l'opération furent immédiates et profondes. À l'échelle nationale, les autorités douanières et militaires durent réajuster leur stratégie de surveillance, intégrant une vigilance plus pointue, fondée non seulement sur la prévention des menaces externes, mais aussi sur la gestion des menaces internes. Les communautés frontalières, autrefois oubliées, commencèrent à s'impliquer activement, contribuant à la détection des cargaisons suspectes et soutenant les agents de sécurité dans leurs efforts. Les premiers résultats furent spectaculaires. Les flux de contrebande à la frontière sud chutèrent de 48%, tandis que la coopération locale se renforça grâce à des initiatives communautaires. Les villages autrefois vulnérables et isolés prenaient peu à peu le contrôle de leur sécurité, devenant des acteurs clés dans la lutte contre le trafic illégal. Au niveau économique, la situation s'améliora également. Les secteurs agricoles, longtemps étouffés par la contrebande, commencèrent à respirer à nouveau. Les marchés légaux virent une reprise progressive, les produits locaux se retrouvant enfin sur des étagères sans être éclipsés par des biens contrefaits. Les effets sociaux furent tout aussi marquants. Les, pop- les populations, jadis résignées à la corruption et à la négligence, commencèrent à voir les résultats de l'effort collectif. L'économie locale se stabilisa et des entreprises furent créées là où la contrebande dominait autrefois. Cette réorganisation locale permit à des milliers de familles de retrouver un semblant de stabilité. À l'échelle régionale, les répercussions de l'opération se firent sentir dans toute la région du Sahel. Des voisins, comme le Mali et le Niger, commencèrent à observer de près les méthodes employées par le Burkina Faso. Certains dirigeants régionaux évoquèrent des échanges bilatéraux pour partager les pratiques de sécurité, suggérant que la méthode burkinabé pouvait devenir un modèle pour d'autres pays
confrontés à des problèmes similaires. Mais les progrès étaient fragiles. Si les autorités burkinabées ne maintenaient pas un contrôle strict et une vigilance continue, ces gains pourraient être rapidement annulés. Les réseaux d'illégaux étaient toujours présents, toujours prêts à exploiter la moindre faille. La souveraineté du pays restait en jeu et chaque jour nécessitait une vigilance accrue. Les actions entreprises par Ibrahim Traoré et ses alliés dans l'opération avaient amorcé un processus de transformation, mais ce n'était que le début. La véritable épreuve serait de maintenir cette dynamique et d'éviter de retomber dans les anciennes habitudes. Les projections pour les mois à venir laissaient entrevoir trois trajectoires possibles pour l'avenir du Burkina Faso. La première, le scénario de base, envisageait une stabilité précaire mais nécessaire. Si les contrôles et les réformes restaient en place, une baisse progressive de la contrebande et une amélioration continue de la sécurité étaient possibles. Toutefois, des fluctuations étaient à prévoir, surtout en raison de la pression externe constante et des tentatives de corruption interne. Ce scénario suggérait que la situation resterait tendue, mais qu'avec un maintien de la discipline, le pays pourrait éviter une régression significative. La clé résiderait dans la capacité à maintenir une vigilance active sans relâche. Dans un scénario optimiste, la situation pourrait s'améliorer bien au-delà des attentes. En augmentant les collaborations avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, le Burkina Faso pourrait réussir à établir un modèle de surveillance coopérative dans toute la région du Sahel. Les flux commerciaux légaux pourraient croître de manière significative et la stabilité renforcerait les institutions civiles. Dans ce scénario, la coopération régionale pourrait transformer le pays en un pôle de stabilité dans une région en crise. Ce modèle pourrait inspirer d'autres nations confrontées à des problèmes similaires, établissant ainsi un précédent dans la gestion de la sécurité régionale. Cependant, un scénario défavorable ne pouvait être exclu. Si les tensions économiques ou les faiblesses administratives ralentissaient les réformes, les réseaux illégaux pourraient se renforcer, exploiter les failles des contrôles et créer des points de vulnérabilité. La sécurité des frontières risquait de se relâcher et les régions frontalières pourraient rapidement retrouver leur instabilité d'autrefois. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver dans une situation où la souveraineté du pays serait de nouveau menacée par une infiltration progressive des groupes illégaux. Les autorités savaient que pour éviter ce scénario défavorable, il fallait maintenir une pression constante, ne pas permettre aux structures de se fatiguer et surtout ne pas sous-estimer les menaces internes qui pouvaient ressurgir à tout moment. Les trois scénarios offraient une vision claire de ce qui pourrait se passer dans les 6 à 12 prochains mois, mais la seule certitude était que la vigilance ne devait jamais faiblir. Les répercussions de l'opération se firent ressentir non seulement dans les communautés frontalières, mais aussi dans les villes du pays. Le sentiment de sécurité, longtemps érodé par la corruption et les failles du système, commença à se reconstruire lentement. Les petites entreprises locales, souvent éclipsées par les produits illégaux, commencèrent à retrouver leur place sur le marché. Les habitants des villages frontaliers participaient activement à la surveillance, formant un réseau de vigilance participative. Cette dynamique ne se limitait pas à une simple protection physique des frontières, mais devenait un véritable projet de société où chaque citoyen jouait un rôle clé dans la défense de la souveraineté. Les jeunes, qui autrefois ne se sentaient pas concernés par les enjeux de sécurité, commencèrent à s'impliquer. Ils rejoignaient les patrouilles locales, participaient à des formations civiques et s'engageaient dans des activités de sensibilisation. Cette évolution sociale marquait un tournant important. La sécurité devenait une responsabilité collective, vécue au quotidien par les citoyens, et non plus un fardeau imposé par l'État. Les résultats étaient visibles. La confiance publique envers les autorités augmenta, la coopération locale se renforça et une nouvelle forme de solidarité émergea dans les communautés rurales.
Dans les villes, les commerçants se sentaient plus sûrs de leurs transactions et la corruption à la douane diminuait. Ce changement progressif était lent mais palpable. Il indiquait qu'une nouvelle ère pour la souveraineté du Burkina Faso était en train de naître, non pas par la force, mais par la discipline et la participation des citoyens à la gestion de la sécurité du pays. Pour garantir que l'opération continue sur la voie de la réussite, 5 étapes clés ont été définies par Ibrahim Traoré et ses alliés. La première étape consiste à centraliser le renseignement. Un système de base de données unique sera mis en place dans les 3 mois, permettant aux agents des douanes de signaler toute cargaison suspecte en temps réel. Cette mesure aura pour objectif de réduire de moitié le délai d'identification des anomalies. La clé ici est la rapidité. Plus le système sera réactif, plus les réseaux illégaux se rétréciront. La deuxième étape vise à renforcer l'éducation civique au sein des communautés locales. Des programmes de formation seront lancés dans 42 villages frontaliers pour sensibiliser les habitants à la surveillance active. Ces formations incluront des sessions pratiques, des campagnes de sensibilisation et des structures de récompense pour encourager la vigilance. Les indicateurs de succès seront mesurés par le nombre de signalements faits par les citoyens et leur précision. La troisième étape consistera à structurer la coopération entre civils et militaires. Des patrouilles mixtes remplaceront les interventions isolées. L'objectif sera de réduire le temps de réponse aux alertes de plusieurs heures à moins de 40 minutes dans les zones les plus sensibles. Cette coopération visera également à renforcer la confiance entre les forces de l'ordre et les communautés locales. La quatrième étape portera sur la réinsertion économique des anciens contrebandiers. Ceux qui ont décidé de quitter les réseaux illégaux recevront des microcrédits agricoles pour lancer leurs propres entreprises. En 6 mois, plus de 200 initiatives devraient voir le jour. Ces projets auront un double objectif: dynamiser l'économie locale tout en intégrant les acteurs du passé dans une dynamique positive. Enfin, la cinquième étape sera l'évaluation continue. Tous les trimestres, un rapport mesurera 3 éléments: les incidents évités, la participation des communautés locales et la confiance publique. L'objectif ici est de garantir que les mesures de sécurité restent efficaces tout en maintenant une bonne relation avec la population. Awa, debout sur le sol poussiéreux de la clairière où tout avait commencé, observa les traces des camions, les barils vides et les traces de sable. Le souvenir de cette première interception marquait désormais un tournant dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. Ce n'était plus seulement une victoire contre les réseaux illégaux, mais une renaissance pour le pays, un acte de résistance qui avait redéfini ce que signifie être un État souverain. Les regards d'Awa et de Karim se croisèrent une dernière fois et, dans ce silence lourd, Awa sentit la présence d'Ibrahim Traoré à ses côtés. Il ne cherchait pas à célébrer, encore moins à magnifier l'opération. Il se contentait d'observer. Il savait que la véritable victoire résidait dans la résilience du pays, dans la capacité de ses citoyens à prendre en main leur propre avenir. Le vent chaud soufflait à travers la clairière, emportant avec lui la poussière et les promesses d'un avenir plus sûr. Awa sortit une vieille photographie de sa poche, la montrant à Karim. C'était une photo de leur première saisie. Dans le fond, les barils étaient encore intacts, mais aujourd'hui, cette photo représentait bien plus. Un pays qui n'était plus prêt à fermer les yeux. Cette nuit-là, Awa comprit enfin ce que signifiait véritablement protéger une nation. Ce n'était pas combat simplement garder des frontières, mais veiller sur la vie qui se joue à l'intérieur. Le Burkina Faso, malgré les défis immenses auxquels il a été confronté, n'a pas laissé sa souveraineté se dissoudre dans la routine ou la négligence. Ce que cette opération démontre, c'est que chaque pays, même fragile, peut reprendre le contrôle de son destin si ses citoyens sont unis et vigilants. Le défi de maintenir cette vigilance ne s'arrête pas à la fin de l'opération,
mais doit être perpétué dans chaque action quotidienne. La question se pose alors à chacun d'entre nous. Que faisons-nous pour assurer la sécurité de notre communauté, de notre pays? Car dans ce combat pour la souveraineté, nous avons tous un rôle à jouer. Chaque citoyen est un rempart, chaque geste compte. Le Burkina Faso a franchi un cap, mais la route est encore longue. À vous de contribuer à cette évolution en gardant les yeux ouverts, en élevant la voix lorsque c'est nécessaire et en restant vigilant face aux défis qui restent. La véritable question n'est pas ce qui se passera demain, mais ce que nous continuerons à faire pour que demain soit encore possible. Et si nous décidons ensemble de ne pas détourner le regard, peut-être que notre avenir sera plus solide, plus juste et plus serein.